La monnaie se digitalise, c'est une évidence depuis des années. Et même si la disparition de l'argent liquide n'est pas pour demain en Suisse, comme c'est le cas en Suède par exemple, les moyens virtuels de régler des achats ou de faire des transactions entre particuliers, eh bien, ces moyens se sont multipliés. On va bien sûr décrypter les avantages et les inconvénients des paiements par téléphone mobile via des applications, avec ou sans contact, avec ou sans code, ici et en Asie. Le cash serait-il voué à disparaître? Et avec lui, les 7000 bancomates en Suisse. À bon entendeur, vous emmène faire un petit tour dans un futur pas si lointain. C'est l'histoire d'une mort lente. Une mort lente et douloureuse de cet objet que l'on a tant chéri en Suisse. Le bancomat. Carte de crédit, carte sans contact, smartphone, ses ennemis se sont succédés jusqu'à l'anéantir. Cette fiction aurait pu être imaginée par le patron de ce restaurant lausannois et son comptable. Ici, les paiements par cash ont diminué de moitié en 5 ans pour ne représenter plus que 25% des transactions. Aujourd'hui, les gens sortent directement au plastique. Paye avec le plastique, le résultat, je peux te montrer, regarde-moi ça. Tu vois, maintenant, j'ai que ça. Avant, c'était 3 fois ça, 4 fois ça. Ça faisait 1 kilo de petites pièces. Aujourd'hui, c'est ça. Ça ne sort que ça. Tous les jours, des tickets. Il y a tellement de concurrence, j'accepte les cartes ou les clients va ailleurs. J'ai pas le choix. Ouais. Et puis peu importe le paiement, même pour un café. Un café, même un croissant. Sur un établissement type restauration, type Bleu Lézard, on est à peu près sur 1% du chiffre d'affaires qui part pour ces commissions. Sur un hôtel, vous allez vite être à 3% du chiffre d'affaires aussi, parce que là, c'est beaucoup de cartes de crédit, puis c'est de la réservation par Internet, donc c'est majoritairement carte de crédit. Car chaque paiement par carte a un coût pour le commerçant. Pour Visa Mastercard, c'est environ 2%. American Express, c'est 2,95%. Les cartes de débit Maestro et VisaPay prennent elles environ 30 centimes par transaction. Pour la Postcard, c'est 13 centimes pour un montant inférieur à 10 francs. Au-delà, c'est 23 centimes. Il faut ajouter à ces commissions les frais liés aux terminaux. Vous avez toujours 2 options, c'est soit d'acheter le terminal, soit de le louer. Si vous l'achetez, il faut compter environ entre 2 et 3 000 francs à l'achat, le terminal. Et ensuite, il va falloir rajouter environ 150-200 francs par année pour la garantie, pour assurer le service en cas de soucis. Et si vous le louez, un terminal va vous coûter en fonction du fournisseur entre 600 et 900 francs par année. Dans ce restaurant, il y a 5 terminaux, rien comparé aux 95 de la nouvelle patinoire du Lausanne Hockey Club. 15 buvettes, 3 restaurants et un espace VIP de 1200 mètres carrés. Particularité, le cash est banni de la patinoire. Le choix de pas de cash était nécessaire en termes de sécurité et rapidité. C'est vrai qu'avec le nombre de fonds de caisse qu'on doit faire tous les jours, ça fait quand même une masse de cash et donc de vol aussi, qui peut être très dangereux. Et puis également le rendu monnaie. En termes de sécurité, c'est rapide de pas rendre la monnaie juste, donc c'est vrai que c'est assez dangereux pour nous. Et donc c'est une sécurité d'avoir un système de cashless. Et puis ce système de sans contact, quand même maintenant, c'est vrai qu'on a une génération où on se familiarise énormément avec le sans contact, et en dessous de 40 francs, il n'y a pas besoin de faire son code. Donc c'est quelques secondes pour faire le paiement. S'il y a un bug au niveau des terminaux par rapport au réseau, comme ça, qu'est-ce qui se passe ? La seule chose, c'est de passer en cash. et là, je peux. Après, faut savoir que sur tous les premiers matchs, nous avions une sécurité, justement, et j'ai des fonds de caisse pour savoir, pour justement, au cas où il y a un problème. Mais nous sommes chanceux, parce qu'il n'y a pas de problème, et on a un bâtiment qui fonctionne très bien. Donc toujours un petit peu de cash quand même quelque part. Ah, mais il faut bien. Paiement par carte, paiement par cash. 2 destins qui semblent voués à se séparer. Au contraire du Lausanne Hockey Club, cette boulangerie genevoise, elle, refuse les cartes bancaires. Eric Emery estime que son commerce ne pourrait pas survivre avec les coûts supplémentaires qu'engendrent les commissions. Ça coûte à peu près 32-35 000 francs par année à mon établissement, si j'acceptais les cartes de crédit. Bon,
32 000 francs, 35 000 francs, je fais 2 millions de chiffre d'affaires, 2 millions 2, pardon, 2 millions 2, 2 millions 3. Ça paraît dérisoire si on veut, hein. Mais ça fait rien. C'est quand même moi qui dois les payer et c'est notre politique de ne pas augmenter les prix. Et ça fait partie, de ne pas accepter les cartes, ça fait partie de toutes les petites choses qu'on peut éliminer pour ne pas augmenter les prix. Payer cash n'est pas qu'une histoire d'argent pour le boulanger. L'échange de monnaie favorise avant tout un contact entre l'artisan et ses clients. Puis de rendre à la main, il y a un échange, il y a une parole, il y a une conclusion de l'affaire, si vous voulez. Il y a un remerciement qui se fait en même temps. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement... C'est un geste social de payer avec de l'argent. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Mais la tendance de fond est bien là, hein. Carte de débit, carte de crédit. Elles ont maintenant un adversaire de taille, le téléphone portable. Les consommateurs sont de plus en plus connectés. Bonsoir Quentin Bologne. Bonsoir. Vous avez réalisé ces reportages avec Mickaël Borgognon, l'aide de nos recherchistes évidemment. Depuis plus de 2 ans, les consommateurs peuvent avoir accès à une application en Suisse qui s'appelle Twint, mais elle a eu un peu de peine à démarrer quand même. Elle a eu un petit peu de peine à démarrer à cause de problèmes techniques et des problèmes de fiabilité notamment. Elle a été annoncée en janvier 2017 et c'est finalement en mai qu'elle a été officiellement lancée. Au début, il n'y avait que 6 banques qui étaient partenaires actionnaires de cette application. Aujourd'hui, elles sont 74. Donc c'est la preuve que vraiment les institutions bancaires se sont mis et ont poussé cette application. Pour l'instant, il est possible de l'utiliser qu'en Suisse, mais bientôt, elle devrait pouvoir s'ouvrir à l'étranger, notamment en Europe. C'est une application qui semble séduire les consommateurs puisqu'ils sont près de 2 millions à l'avoir téléchargée actuellement selon Twint. Mais c'est vrai que téléchargement ne veut pas forcément dire utilisation fréquente et ça, Twint ne communique pas les chiffres à ce propos. Ah bon, d'accord, ok. Alors expliquez-nous comment ça marche. Alors certains le savent pertinemment, mais pas tout le monde. Alors une fois que l'application a été chargée et installée sur son smartphone, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit pour échanger de l'argent entre particuliers, donc j'entre le numéro de téléphone de la personne à qui je souhaite verser la somme et j'applique la somme et ensuite elle est versée, vous la recevez sur votre compte. Soit elle est utilisée pour les paiements sur Internet, donc ça s'utilise un peu comme une carte de crédit finalement. Et enfin, dans les commerces physiques, il est possible de payer avec l'application Twint si la borne de paiement accepte la technologie Bluetooth, qu'on appelle Beacon dans ce cas-là. Ce n'est pas le cas pour toutes les bornes de paiement, donc la plupart du temps, il faut scanner un QR code, entrer la somme et ensuite appuyer sur le bouton pour que ça soit transféré. Twint pour les nuls, en vitesse accélérée, très Twint. bien, merci. Alors, son utilisation est gratuite pour le consommateur, mais pas pour le commerçant. Twint s'est imposé là où on ne l'attendait pas forcément. Regardez. Un décor qui nous ramène dans le temps au domaine de ces agriculteurs valaisans. Pourtant, on est vite de retour au XXIe siècle lorsque pour payer ses pommes, le client dégaine son smartphone. En moyenne hebdomadaire, on est environ à 40% du chiffre d'affaires généré par notre magasin à travers le Twint. Une nouveauté pour ce magasin self-service qui marche sur la confiance. Les clients payent eux-mêmes ce qu'ils achètent en mettant l'argent dans une tirelire. Mais de récents vols ont remis en question ce modèle. Gérard Constantin a donc décidé d'ajouter une tirelire digitale grâce au paiement sans cash. Restait à choisir quel système. On s'est posé la question, est-ce que ce sera carte de crédit, est-ce que ce sera le Twint ou une autre formule de paiement qu'on va essayer d'encourager auprès de nos clients pour que la masse d'argent liquide soit moins importante dans le magasin. Vous avez choisi Twint. Pourquoi ce système-là ? Par rapport aux cartes de crédit qui nécessitent un terminal et souvent un référent pour faire le paiement avec le client, le Twint, c'est en soi un terminal. Les gens saisissent dans leur téléphone le montant exact qu'ils doivent payer. C'est ça qui est super, vous êtes autonome avec votre mobile et c'est une application en tout cas intelligente du téléphone. Twint, finalement, c'est une solution qui est vraiment pratique. La monnaie, j'en ai de moins en moins. Là, on avait un système où on pouvait changer de la monnaie, mais il y a aussi des problèmes de vol. Alors voilà, je trouve vraiment bien. Après, j'ai quand même un petit pincement au cœur parce qu'on vient s'alimenter directement chez le producteur et puis il faut quand même que le monde de la finance vienne prélever sa petite part. Donc ça, c'est quand même
un petit peu derrière la tête quand je paye avec Twint. Moi, j'ai eu beaucoup de réticence sur cette méthode de paiement. Simplement, au bout d'un moment, on se dit, au fond, on est toujours lié à nos banques, que ce soit pour aller retirer de l'argent ou pour faire les opérations. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas évoluer avec son temps. Être accessible grâce au smartphone est indispensable pour les institutions bancaires. La Banque cantonale vaudoise, actionnaire de l'application Twint depuis ses débuts, ne s'est pas lancée dans le paiement mobile par hasard. D'abord, premier constat, 40% des Suisses n'ont pas de carte de crédit. Il fallait donc un système qui puisse faire les paiements en lien avec le compte bancaire du client et pas avec une carte de crédit. Ensuite, il s'agissait de faire un système qui aille au-delà du simple outil de paiement au point de vente. Avec Twint, on peut faire du paiement de personne à personne. Salut. Salut Yann, disons que bon, je dois payer un truc, mais j'ai pas la monnaie. Ouais, mais je t'envoie de l'argent avec Twint, c'est super simple. Aujourd'hui, ce sont environ 1,8 million de personnes qui ont téléchargé l'application. Mais le nombre de transactions via smartphone est encore très bas. Il représente moins de 1% des transactions totales effectuées chaque mois en Suisse. Après, c'est vrai que les Suisses sont quand même gâtés en termes de moyens de paiement. Ils peuvent utiliser de l'argent liquide. Ils ont souvent plusieurs cartes dans leur poche. Ils peuvent utiliser Twint. Tous ces systèmes fonctionnent finalement bien, sont bon marché. Donc c'est vrai que pour un nouvel arrivant, faire sa place sur le marché, ça prend du temps. Surtout que les Suisses sont très prudents avec ce qui est fait de leurs données. Dans le cas de Twint, ces données peuvent être utilisées afin de proposer des offres commerciales ciblées. Les habitudes d'achat ainsi que la géolocalisation de l'utilisateur sont exploitées, pour autant que cette option soit activée. Aucune autre information n'est partagée à des tiers selon Twint. Disons que si vous allez dans un supermarché et que vous achetez pour, 50 francs, Twint sait que vous êtes allé dans ce supermarché, que vous avez payé 50 francs, mais ne va pas l'utiliser. C'est des données qui doivent être conservées, mais qui ne vont pas être utilisées au-delà. Mais Twint ne sait pas ce qu'il y avait dans votre panier. Ce que l'on sait en revanche, c'est que sur ces 50 francs, Twint prend 1,3% de commission. 1,3% de commission, un montant qui est peut-être négocié par le commerçant qui n'a pas besoin de terminal. C'est un gros avantage parce qu'un terminal, ça se paye. Twint, c'est une application de paiement mobile parmi d'autres. Apple, Samsung ou Google, entre autres, se sont aussi lancés dans l'industrie financière en se branchant sur vos comptes bancaires ou vos cartes de crédit. Contrairement à Twint, ces applications lancées par les fabricants de téléphones ou par Google fonctionnent avec une technologie NFC. Explication. Il était une fois une histoire d'amour entre la carte bancaire et la technologie sans contact. Ils se marièrent et coulèrent des jours heureux, simplifiant la vie des consommateurs en leur offrant la possibilité de payer en approchant sa carte du terminal de paiement. Quelque temps plus tard, le couple a accouché d'un nouveau modèle de smartphone, équipé lui aussi de cette technologie. Abraham Rubinstein a tout de suite adopté ce beau bébé. Cet expert en cybersécurité nous explique comment ça fonctionne. C'est une technologie qui est utilisée pour faire interagir des objets connectés à courte distance. Donc ça vient de l'anglais justement NFC, c'est Near Field Communication, donc c'est des communications à courte distance. Et elle a été adoptée pour les paiements mobiles, les paiements de cartes aussi sans contact, de cartes prépayées, des cartes de crédit, donc cartes de paiement en général. Apple, Samsung et Google ont saisi l'aubaine pour créer leur propre application de paiement. Démonstration avec Apple Pay. Je vais introduire donc un montant d'1 franc ici maintenant et je vais essayer en fait de faire le paiement sans avoir démontré que je suis là. Alors j'ai un message qui s'affiche sur l'écran qui me demande en fait d'appuyer sur le bouton qui se trouve à droite. J'appuie 2 fois sur ce bouton. Mon visage a été maintenant vérifié et je passe maintenant à entrer en contact avec le terminal vente qui, voilà, donc fait maintenant la transaction et le reçu qui s'imprime. Samsung fonctionne de la même façon, plus de sécurité qu'une carte de paiement classique sans contact, mais non sans certains inconvénients. Ici, ce téléphone il a été configuré pour que le paiement soit autorisé utilisant un code PIN. Donc, je vais procéder à introduire mon code PIN que j'ai oublié. Aïe, 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 aïe.
Pour Apple et Samsung, il faut donc une intervention de l'utilisateur, en entrant un code PIN ou en scannant son visage par exemple, afin de confirmer le paiement. Le fonctionnement de Google Pay est lui cependant plus proche des cartes sans contact classiques. Alors avec Google Pay, il y a une petite différence par rapport aux autres deux systèmes qu'on a vus tout à l'heure. Alors ce téléphone, il ne m'appartient pas. Il est verrouillé. Je ne connais pas le code en fait, pour le déverrouiller. Il ne connaît pas mon empreinte, il ne connaît pas mon visage. Je vais juste en fait le réveiller, le téléphone. Donc l'écran est maintenant réveillé et je vais essayer de payer. Et là, tiens, le paiement s'effectue. Donc là, moins quand même de sécurité. Il y a moins de sécurité que en fait, dans un téléphone Samsung ou un téléphone Apple, en tout cas pour les montants qui sont en dessous de 40 francs. Au-delà des 40 francs en Suisse, tous les systèmes de paiement sans contact demandent d'identifier l'utilisateur. Mais le voleur pourrait potentiellement dépenser plusieurs petits montants avant que la carte de crédit enregistrée dans le téléphone ne soit bloquée auprès de la banque, comme c'est le cas lors du vol d'une carte bancaire. Cependant, les problèmes liés au paiement mobile sont plus vastes que les aspects sécuritaires pour ce spécialiste en technologie de l'information. Il nous a donné rendez-vous au Musée de la Monnaie de Paris, là où était frappée la monnaie française pendant des siècles. Quand on regarde au niveau archéologique, les premières choses qu'on retrouve, avant même des fragments de poterie haute, on retrouve des pièces. Et je dirais que l'histoire du monde telle que nous la connaissons, alors que ce soit l'histoire de tous les pays, on l'a à travers les pièces qui ont été frappées ou qui sont des véritables petits morceaux d'histoire qui permettent d'identifier une période, un souverain. Voilà. C'est vraiment intimement lié à notre histoire d'être humain. Seulement voilà, l'être humain veut se simplifier la vie et il peut le faire notamment grâce aux avancées technologiques. La digitalisation des paiements en fait partie. Le vrai danger n'est pas le progrès, et les différentes variantes supplémentaires de paiement qu'il pourrait apporter, ça serait de souhaiter qu'il n'y ait plus que celle-là, et exclusivement celle-là. C'est ça le danger. Après, encore une fois, dès l'instant que vous avez une solution de repli, une solution dégradée, vous êtes résilient. Donc ça veut dire que la nouvelle technologie que vous avez ne vous mettra pas totalement en danger. Ce spécialiste appelle donc les utilisateurs à être plus attentifs à qui se cache derrière ces nouveaux systèmes de paiement. Apple, Google, Samsung sont des entreprises commerciales qui cherchent avant tout à faire du profit. En fait, on a les entreprises qui créent sans cesse de besoins pour créer du business, une création artificielle, le droit qui est très en retard parce que la technique va trop vite, les politiques qui cèdent un peu trop au miroir aux alouettes, donc tout va trop vite. Sans oublier que les personnes âgées ou celles qui n'ont pas accès à ces technologies sont de fait marginalisées. Deux questions importantes maintenant qu'on va aborder ensemble. Quentin, tout d'abord, est-ce que ces moyens de paiement sont sûrs? Est-ce que je risque de me faire vider mon compte en banque, par exemple? Avec Twin, par exemple, mieux être sûr que le QR code que l'on scanne est le bon, parce que potentiellement, il pourrait être remplacé par un autre, et donc on pourrait faire le versement sur un compte fallacieux qui n'est pas le bon. Tandis que les systèmes de paiement qui utilisent la technologie sans contact, il faut faire attention, car on pourrait potentiellement aussi se faire voler des montants de moins de 40 francs sans s'en rendre compte, puisqu'il n'y a pas besoin de confirmer le paiement en Suisse pour des paiements de moins de 40 francs avec la technologie sans contact. D'une manière générale, je pense qu'il est toujours bien de regarder auprès de sa banque son compte pour voir ce qui a été débité, et si on a un doute, contacter sa banque. Oui. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour vraiment dire si ces paiements mobiles sont fiables. Ce qu'on sait, c'est qu'ils évoluent dans un environnement numérique qui est rempli de failles, et on sait aussi que les hackers ont souvent un temps d'avance sur les systèmes de sécurité informatique. Donc méfiance, c'est en tout cas l'avis d'Éric Filiol, que l'on a interviewé pour notre reportage. Il est expert en cybersécurité, et lui, il est vraiment assez, on va dire, peu convaincu de ces niveaux de sécurité qui sont offerts par ces paiements mobiles. Merci Quentin, on va l'écouter tout de suite. Ce que je dis souvent à mes étudiants, il y a la porte blindée, mais il y a aussi le mur sur lequel on l'installe. Quand vous parlez d'un paiement sur mobile, mais on pourrait très bien parler de la blockchain avec les crypto-monnaies, vous avez l'environnement informatique qui représente déjà un certain nombre de failles, et des failles que l'on trouve régulièrement. Ça, c'est le premier point. Après, la porte blindée, c'est effectivement la cryptologie. Et ce sont des techniques mathématiques pour lesquelles, pour beaucoup d'entre elles, nous n'avons pas de preuve de sécurité à ce jour. Nous avons simplement des preuves d'absence d'insécurité. Et c'est une nuance extrêmement importante. À ce jour, personne ne peut prouver que ces technologies au niveau mathématique sont sûres. Si effectivement on imposait de manière exclusive et unique des moyens de paiement dématérialisés, on est à la merci qu'un jour une avancée significative en mathématiques ou en algorithmique mette tout ça à plat.
Après la question de la sécurité, une deuxième question importante, c'est celle de nos données. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors que deviennent nos données quand on s'inscrit sur l'une de ces applications pour paiement mobile? Eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est de lire les conditions générales, ce que je me suis, entre guillemets, amusé à faire. Et puis, j'ai aussi écrit à ces entreprises pour leur poser un certain nombre de questions. Alors, du côté de Google, on m'a répondu avec un exemple très clair. Si vous achetez quelque chose pour 10 francs, Google Pay vous montre la somme totale de la transaction et où vous l'avez acheté, mais Google ne verra pas ce que vous avez acheté. Donc, c'est 2 points. Ça semble limpide. Par contre, j'ai été lire l'avis de confidentialité de Google Payment et dans cet avis de confidentialité, il y a une douzaine de points qui sont listés. Donc, j'ai reparlé à Google avec un responsable qui m'a expliqué qu'en fait, c'était le montant, le magasin et la géolocalisation qui étaient activés. Manifestement, il y a une différence entre les conditions générales et la réalité qui préserve une marge de manœuvre à l'entreprise. Ah oui, intéressant. Et sur les autres applications? Alors, pour Twint, Google et Samsung, ces 3 entreprises ont bien répondu à toutes les questions que j'avais posées. Par contre, Apple a été laconique avec un message en anglais en me disant « Lisez nos conditions générales, Stéphane, et débrouillez-vous ». On va dire, Apple nous dit « Vos transactions restent entre vous, le vendeur, votre banque et l'émetteur de votre carte ». Et Apple ne stocke pas de données sur les transactions vous concernant. Samsung dit que les transactions ne sont stockées que sur le téléphone et Samsung n'y aurait pas accès. Et Twint? Twint, eh bien, ne stocke aucune information sur la personne ou son compte bancaire. Alors ça, ce sont les explications officielles, on est d'accord. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a peut-être moyen quand même de protéger ces données en paramétrant ces applications dans son téléphone. Alors tout à fait, sur votre téléphone, sur l'application, vous pouvez parfois régler certains paramètres, mais vous pouvez aussi aller sur votre téléphone via paramètres ou réglages, selon le modèle que vous avez, aller dans l'application et régler d'autres choses, comme par exemple la localisation, l'accès aux contacts. Qu'on peut supprimer, oui, qu'on peut supprimer. Voilà, qu'on peut bloquer là. Mais ça, c'est quand même pas un bouclier parfait. Non, parce que pour Apple, Google et Samsung, pour avoir accès à ces applications, vous avez dû ouvrir un compte dans ces sociétés commerciales. Bien sûr, oui. Et à ce moment-là, il y a d'autres conditions générales qui entrent en vigueur et vous avez dû répondre à un certain nombre, laisser un certain nombre de paramètres ouverts. C'est à vous de les corriger maintenant. Et donc, à les bloquer aussi. Oui. Donc, blocage en 2 étapes si on le souhaite. D'accord. Merci Stéphane. D'ailleurs, vous trouverez sur notre site des liens qui vous permettront de vérifier ce que ces sociétés commerciales détiennent comme information sur vous-même, soit les contacter pour obtenir une copie de vos informations. On part maintenant en Asie, je vous l'avais annoncé en début d'émission, en Chine pour commencer, le pays le plus avancé en matière de paiement dématérialisé. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de la population, 470 millions de personnes quand même, paye avec son smartphone. Reportage d'Antoine Védaillet. Nous sommes ici sur l'artère la plus commerçante de Shanghai. Avec moi, j'ai mon portefeuille, mais à l'intérieur, je n'ai pas d'argent liquide car je n'en ai jamais besoin. J'ai également ma carte de crédit, mais elle non plus, je ne m'en sers jamais car ici, à Shanghai, comme partout ailleurs dans le reste de la Chine, mon téléphone portable suffit pour payer mes achats. Le paiement mobile s'est tellement imposé dans le pays que d'après certains experts, l'argent liquide pourrait avoir totalement disparu en Chine d'ici 2030. À Shanghai, les consommateurs n'y voient que des avantages. C'est plus pratique et plus rapide. Grâce à ça, on n'a plus besoin d'avoir de l'argent liquide, ni même de prendre un porte-monnaie. Moi, ça fait au moins 2 mois que je n'ai pas retiré d'argent liquide. Il n'y a plus que les étrangers et les personnes âgées qui payent avec du cash. Avec le portable, ils ne savent pas faire. Petits vendeurs, échoppes de rue, grandes enseignes internationales, en Chine, tous les commerces proposent le paiement mobile. Il est même entré dans les temples. Cette machine rouge distribue de l'encens que les fidèles achètent avec leur téléphone portable. Dans les grandes villes, pour payer son trajet en métro ou en taxi, plus besoin non plus d'argent liquide. En Chine, le paiement mobile peut prendre 2 formes. Soit je scanne ce code QR mis à disposition par le vendeur, soit c'est le vendeur qui scanne ce code situé sur mon téléphone portable. Dans les 2 cas, l'argent sort directement de mon compte en banque pour aller sur celui du commerçant.
Madame, ça ne vous dérange pas que votre téléphone portable contienne autant de données personnelles, qu'il sache ce que vous achetez, quand vous l'achetez et où vous l'achetez? Non, pas du tout. Tout le monde utilise ce système. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème. Je ne pense pas qu'il y ait de risque. C'est très pratique et on n'a plus besoin de transporter de l'argent liquide partout. Et c'est très sûr. Dans ce petit supermarché très prisé des Shanghaïens, on ne peut même pas payer avec de l'argent liquide et il n'y a pas besoin de vendeur car ici, on scanne soi-même les produits qu'on souhaite acheter avec son téléphone. Zheng Tsai, un Shanghaïen de 36 ans, vient faire ses courses ici pour la première fois et il n'a avec lui que son téléphone portable. Il est conquis. Je n'ai pas besoin de faire la queue, donc je n'attends pas. Je peux payer moi-même, c'est rapide et pratique. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on trouvera de plus en plus de magasins comme celui-ci? Bien sûr, la main-d'œuvre va coûter de plus en plus cher, donc le paiement automatique sans caissière va devenir de plus en plus populaire. Et est-ce que c'est une bonne chose? Oui, car on ne perd plus de temps dans la file d'attente. Le seul problème qui pourrait se poser, c'est si le compte n'est pas vraiment sécurisé. Il peut y avoir des voleurs. En Chine, il y a deux applications qui se partagent le marché. WeChat du groupe Tencent et Alipay du groupe Alibaba. Deux mastodontes qui ne se contentent aujourd'hui plus seulement du paiement mobile. Ils veulent aussi développer le paiement par reconnaissance faciale. Dans ce supermarché, les visages ont remplacé les porte-monnaies et les portables. Cette cliente ne règle ses courses plus qu'avec la reconnaissance faciale. Madame, vous venez de payer avec votre visage, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très pratique. On ne se trompe jamais sur la somme que l'on doit donner puisqu'on n'a pas d'argent à sortir. Votre téléphone portable contient déjà énormément de vos données personnelles et maintenant votre visage lui aussi est enregistré, ça ne vous pose pas de problème? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Ce système nous rend surtout la vie plus facile. Donc non, ça ne me gêne pas. Je ne me préoccupe pas de ça. Dans le pays, la population vit déjà sous le regard inquisiteur des caméras. Il y en a près de 200 millions en Chine. Une société sous surveillance qui repose aussi sur la reconnaissance faciale. Elle permet de traquer les criminels, mais aussi les dissidents. Depuis 14 ans, Ben Cavender analyse le marché chinois. Pour lui, la reconnaissance faciale peut présenter des risques, mais cela ne semble pas préoccuper les consommateurs chinois. Alipay et Tencent aiment dire qu'ils travaillent indépendamment du gouvernement, qu'ils font des affaires, que leur objectif est de rendre les consommateurs heureux, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. La réalité, c'est que ces entreprises ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, parce qu'elles ont accès à énormément d'informations. D'un point de vue occidental, cela peut poser problème qu'une entreprise ait un tel pouvoir sur la société. Mais je pense que la réalité ici, c'est que les consommateurs, pour le moment, ne s'en soucient pas vraiment. Dans ce fast-food, le système de reconnaissance faciale développé par Alibaba porte un nom, Smile to Pay, souriez pour payer. Dans la Chine du futur, cela pourrait bien devenir un nouvel adage. Souriez, vous êtes débité. En revanche, on ne serait pas du tout à Hong Kong. L'île est ébranlée par une série de manifestations géantes contre le gouvernement pro-Pékin, on le sait. Normalement, 95% des Hongkongais utilisent la carte Octopus pour tous leurs transports et leurs achats. Mais la tendance a changé ces derniers mois, vous allez comprendre pourquoi. Notre envoyée spéciale Marianne Écolier a pu rencontrer des manifestants pas faciles. Ceux avec lesquels elle avait rendez-vous ont été arrêtés. Les autres ont demandé que l'on puisse garantir leur anonymat. Je paye en cash dès que je me retrouve près de la zone de manifestation. J'ai peur que mes achats ou mes transactions soient surveillés et que je me fasse arrêter. Alice a 20 ans et manifeste ce week-end-là avec des milliers d'étudiants contre la répression du régime chinois. Il y a encore quelques semaines, l'étudiante utilisait comme 95% des Hongkongais la carte Octopus pour payer ses achats.
Mais des arrestations récentes de manifestants l'ont fait changer d'avis. Ils utilisent les données de nos cartes pour traquer les manifestants. Récemment, 30 manifestants très impliqués dans le mouvement ont été arrêtés chez eux le matin, après une manifestation. Ces inquiétudes sont tout à fait légitimes, parce qu'on voit que la police s'informe sur les paiements des manifestants faits dans les shops tels que 7-Eleven. Ils demandent aussi à la compagnie de métro de leur fournir ces paiements. Selon ce spécialiste en technologie de l'information, les nombreuses caméras installées dans les rues ne suffisent plus pour localiser les dissidents, souvent masqués. Ce sont dorénavant les données numériques liées aux paiements qui sont épluchées par l'État chinois pour retrouver les leaders. On est en train d'assister à un changement dans les habitudes des consommateurs ces derniers mois, parce que les manifestations ont changé la perception et l'attitude des gens envers la protection des données. Mise en circulation en 1997 par la société de métro MTR Corporation, Octopus est le premier prototype au monde d'argent plastique. La carte nominative, liée à un compte en banque ou à une carte de crédit, se recharge automatiquement une fois la limite de 50 francs suisses dépassée. Ce Lausannois expatrié à Hong Kong a tout de même pesé les avantages et les inconvénients avant d'acquérir ce mode de paiement. La balance entre le fait que utiliser la carte Octopus tous les jours dans ma vie facilite ma vie et le fait qu'on sache que ce que je fais avec ces dépenses, je pense que la facilité de paiement l'emporte. Le seul désavantage, si je peux dire, d'Octopus, c'est que vous ne savez pas ce que vous avez dépensé. Donc quand vous faites vos comptes, vous voyez votre carte de crédit et puis vous voyez 500 000 Hong Kong dollars Octopus, 500 000 dollars Octopus, mais c'est pas itemisé, donc il n'y a pas marqué brique de lait, journal, donc vous voyez que vous dépensez beaucoup d'Octopus, mais vous ne voyez pas comment. Si chaque détenteur n'est pas au courant des détails de ses transactions, la société de métro MTR Corporation, elle, les connaît. Sa base de données personnalisée des utilisateurs a déjà servi pour des pratiques douteuses par le passé. Il y a eu un scandale il y a 10 ans concernant la carte Octopus, lorsqu'il a été découvert que la compagnie avait vendu les données de certains clients. Ils avaient vendu ces informations à certaines compagnies d'assurance sans demander l'accord des personnes. Ces assurances étaient sans doute très intéressées à connaître les habitudes des clients, comme ce qu'ils achètent lorsqu'ils sont à la pharmacie, afin de pouvoir leur proposer des offres d'assurance ciblées. Donc, ils utilisaient déjà les big data avant même qu'on en parle, il y a 10 ans de ça. Mais ces pratiques étaient en contradiction avec la loi sur la protection des données de Hong Kong. C'est pour conserver ce type de droit que les manifestants se mobilisent dans la rue chaque week-end à Hong Kong depuis plus de 5 mois. Il est encore possible de payer avec de l'argent liquide à Hong Kong, mais pour combien de temps? Reconnaissance faciale, vocale, biométrique avec votre empreinte. On n'arrête pas le progrès, mais une société sans cash est-elle vraiment souhaitable? Vaste question, je vous laisse y réfléchir. Toute autre chose maintenant, encore qu'il soit aussi question d'argent et surtout de vous qui nous écrivez. L'histoire ce soir est celle d'un jeune couple, de billets d'avion et d'une compagnie aérienne plutôt cupide. Séquence réalisée par Géraldine Genetti. Des plages paradisiaques, du soleil, du repos après une année intense, tout le monde en rêve. Et c'est ce que s'apprêtaient à réaliser Céline et Gaëtan. Le couple devait rejoindre les Philippines en décembre pour les fêtes. L'idée de cette année, c'était vu qu'on s'est marié ici, civilement, de faire la partie traditionnelle avec une cérémonie très... Tribale. Tribale, voilà. Ma mère vient des Philippines. Depuis que je suis née, je vais régulièrement là-bas. Et c'était très important pour moi de me marier aussi aux Philippines, du fait que toute ma famille réside là-bas et que c'est clairement beaucoup plus compliqué pour eux de venir en Suisse.
Et c'est bien le mariage des deux tourtereaux qui va poser problème. En avril dernier, alors qu'ils vivent encore en concubinage, ils achètent les vols pour se rendre aux Philippines via un site internet, mytrip.com. Les billets sont réservés au nom de chacun. Genève-Zurich est opéré par Suisse, Zurich-Manille par Singapore Airlines. Aller-retour, ils s'en sortent pour moins de 1000 francs chacun. C'est suite à notre mariage, en septembre, qu'on s'est rendu compte que vu que Gaëtan a pris mon nom, on a dû regarder avec la compagnie aérienne si elle était d'accord de changer juste le nom de son billet d'avion. Et du coup, on a contacté cette agence en ligne de réservation qui, du coup, nous renvoie en disant que c'est apparemment pas aussi simple de changer juste un nom sur un billet. Nous vous informons que la somme due pour la modification de votre nom s'élèvera à un total de 2 361 francs 53. Ce coût est expliqué par le fait qu'en cas de changement, Singapore Airlines exige l'achat d'un nouveau billet au prix actuel et selon les disponibilités. La classe économie étant remplie, Gaëtan doit racheter un billet en business et l'achat se fait à moins de 2 mois seulement du départ. J'ai trouvé ça complètement aberrant et se foutre de la gueule du consommateur, du client qui veut juste changer le nom de famille. Le coût du changement pèse lourd sur le porte-monnaie du jeune couple. Nous avons joint d'autres compagnies. Elles nous informent que les modifications de nom en cas de mariage sont autorisées, souvent moyennant une taxe. Chez Suisse, elle est par exemple de 25 francs. Chez EasyJet, elle est comprise entre 34 et 80 francs selon la date du changement. Chaque compagnie aérienne possède ses propres conditions générales et jusqu'ici, Céline et Gaëtan n'avaient pas pris connaissance de celles de Singapore Airlines. Les modifications apportées aux billets demandés par le passager seront en fonction des disponibilités, des présentes conditions et ou de la réglementation du transporteur, pourront être soumises à la satisfaction de certaines conditions telles que le paiement des frais de modification ou toute différence tarifaire applicable. Oui, ça veut un peu tout et rien dire. Pour mieux comprendre ces conditions générales, nous les avons fait lire à une juriste de la Fédération romande des consommateurs. Ils sont assez laconiques dans les conditions générales. Donc, ils disent grosso modo que la modification est possible selon les disponibilités et puis sous réserve de coûts supplémentaires. Ces coûts supplémentaires étant les éventuels frais d'annulation ou autres. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est forcément clair pour le consommateur. S'il y avait des nouvelles de... Et le couple n'est pas au bout de ses surprises. Après plusieurs échanges avec Singapore Airlines, mais aussi avec MyTrip, ils reçoivent un nouvel email de ce dernier. Afin de procéder à une nouvelle réservation, il faut que des places soient disponibles sur le même vol, ce qui n'est malheureusement plus le cas. C'est un peu absurde vu que ma place, elle est toujours là. Moi, je serai du coup pas sur ce vol physiquement, mais la place, elle est réservée. Et je pense que c'est ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils ont le consommateur à l'usure et du coup, les gens abandonnent et payent parce que c'est plus simple. Tout le monde se renvoie la balle, c'est beaucoup plus simple, sauf nous, on ne sait toujours pas comment on peut faire pour changer de nom. Pour être sûr de participer à son propre mariage aux Philippines, Gaëtan prend un nouveau billet auprès d'une autre compagnie. Peu de temps après, nous contactons Singapore Airlines, qui, aux surprises, nous informe qu'exceptionnellement, elle procédera au changement de nom sans coût supplémentaire, hormis les frais de dossier. Nous annonçons la bonne nouvelle à Céline et Gaëtan. C'est pas vrai. Ah, bon, du coup. Je suis trop émue. Du coup, on est content que c'est pu faire avancer les choses. Après, ce qu'on souhaite, c'est que justement, ça serve aussi, entre guillemets, d'exemple. Oui, je suis trop contente. Je suis trop contente. Les jeunes mariés voyageront donc ensemble et au même prix, mais il leur reste maintenant à annuler le vol qu'ils avaient réservé en plan B. Les frais de dossier se montent à 50 francs seulement. C'est ce que leur aurait fait payer la compagnie Emirates. Chez Air France, en revanche, un changement de nom dans ces circonstances ne coûte rien du tout.
Maintenant, est-ce que Gaëtan et Céline ont réussi à faire annuler le vol qu'ils avaient réservé en plan B? À ce jour, réponse non. La communication est extrêmement compliquée avec la plateforme de réservation par laquelle ils sont passés, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Pour terminer cette émission, un peu d'air frais maintenant. Vous connaissez peut-être ces vers de Jacques Prévert, « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle ». En fait, il n'y a pas besoin. Notre spécialiste des plantes va nous expliquer pourquoi, quand Claire rencontre Pierre-Yves dans un sous-bois. Non mais Claire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je nettoie la forêt, t'as vu tout ce qui tombe? Ça sert à rien. Toutes ces feuilles tombées, elles vont retourner au sol grâce à tous les micro-organismes qu'il y a dans la terre qui vont dégrader les feuilles pour en refaire des substances assimilables par les plantes, par tous les arbres de la forêt. D'ailleurs, tu sais pourquoi les feuilles changent de couleur et finissent par tomber? Parce qu'il fait froid, non? Bah pas tellement. Le froid n'a presque aucun rôle. C'est la diminution de la lumière qui fait se retirer la chlorophylle qui masquait tous les autres pigments. La feuille était verte et toutes les couleurs sous-jacentes, le rouge, le brun, le jaune, apparaissent. Et ensuite, ce sont des pigments dans les feuilles qu'on appelle les phytochromes qui vont capter cette diminution de la lumière et produire un gaz qu'on appelle l'éthylène. Et l'éthylène fait vieillir les cellules d'attache et ensuite un petit coup de vent et cette feuille, elle va tomber. Mais alors si toutes ces feuilles, elles sont utiles pour nourrir la forêt, elles sont utiles aussi pour notre jardin ou les pots sur notre balcon, non? Bah absolument. Les feuilles des arbres rentrent parfaitement dans la composition d'un bon compost avec d'autres matériaux, comme on va le voir. Alors on va aller sur un balcon. Mais alors c'est quoi un bon compost? C'est de reproduire sur son balcon par exemple le même phénomène naturel de décomposition des matières organiques qu'on a vu en forêt. D'accord. Et par exemple, je peux utiliser mes restes de légumes? Alors ce genre de déchets mous peut tout à fait être utilisé pour faire du compost, mais alors pas n'importe comment. Qu'est-ce que tu penses alors de ce composteur-là? Alors ça, c'est une version améliorée de la poubelle de cuisine qui, elle, va produire des mauvaises odeurs parce qu'on aura une fermentation anaérobique sans oxygène. Alors pas ici? Eh bien non, là, si on verse ces déchets de légumes avec un petit peu d'activateur biologique, on aura du bon matériel qui sentira rien et du jus pour fertiliser ces plantes. Et on sera tranquille pendant combien de temps à peu près? Environ 2 semaines après, il faudra le mettre dans un container à déchets organiques. Mais alors la solution idéale, qu'est-ce que c'est? Pour les déchets mous de cuisine, c'est un lombricomposteur. Ah, je vois les petits vers qui travaillent. Mais alors comment ça marche? Eh bien, les petits vers de terre qu'on voit là vont digérer les matières organiques pour produire une matière grumeleuse, comme on le voit ici. Et est-ce qu'ils digèrent tout? Non, les vers de terre ne digèrent pas la lignine. Tout ce qui est du bois, c'est impossible pour eux. Par contre, on peut très bien mettre un peu de papier, de carton, du marc-café pour donner de la consistance au compost. Et alors, ça sent comment? Tu peux sentir? Ouais, ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Ça sent l'humus naturel. Mais d'une manière générale, à quoi ça sert un compost? Un compost, contrairement à un engrais de synthèse ou un engrais chimique qui va nourrir que la plante, un compost va nourrir la plante et surtout la vie du sol. Est-ce que plus on en met, mieux c'est? Eh bien non. Contrairement aux idées reçues, trop de fertilisants tue la vie du sol. La dose recommandée, pour un jardin potager par exemple, est de 5 litres, 5 mm de compost au mètre carré, une fois par année uniquement. Avec un bon compostage fait maison, voilà à quoi ressemble ce joli balcon en été. Ça fait envie, non? Alors bon compostage et vivement le printemps pour voir le résultat. Si vous vous lancez dans un compost de balcon, vous pouvez trouver un composteur et un activateur pour une 50aine de francs. Mais rien n'empêche le système D avec une caisse, par exemple, comme vous l'expliquent des tutos sur Internet. Les lombrics s'achètent aussi en jardinerie ou vous pouvez tout simplement vous servir dans la nature. 4 à 5 verres suffisent pour démarrer un compost avec un peu de marc de café, ça aide. 2 choses importantes encore, lombricompost ne supporte pas les écarts de température, trop froid ou trop chaud, c'est pas bon. Et l'engrais liquide qu'on a vu doit être dilué. Maintenant, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin vont me dire, mais alors les feuilles, je les ramasse ou pas? Eh bien oui, si votre jardin ressemble à un terrain de golf, et non, si votre sol est vivant avec bactéries, champignons, vers de terre, taupes, etc.